Sename Agboginou est un architecte et un anthropologue, fondateur d'une plateforme de recherche collaborative, l'Africaine d'architecture, pour une exploration originale de la ville africaine, et d'un incubateur grassroots intitulé WoLab. Il a cofondé une douzaine d'entreprises partagées, créées dans le cadre du programme Silicon Villa, et il va nous parler de Low High Tech, innover et entreprendre avec le peuple. On est bien dans la démarche de contrat entre les décideurs et les jeunes, et je lui laisse la parole. Alors, je n'ai pas de montre, je compte sur vous pour faire le gong. Merci au GIDE pour l'invitation et merci à l'ANSTS pour ce très bel accueil que nous recevons depuis 2 jours. Je dirige WoLab, qui est un espace au carrefour de plusieurs typologies de lieux d'innovation, coworking space, Fab Lab, incubateur. Enfin, un espace un peu hybride que nous avons décidé d'appeler un espace de démocratie technologique. Ce qui distingue WoLab, c'est que nous avons une approche que nous ne voulons pas élitiste. C'est réellement un lieu ouvert à tout le monde, où vous rencontrez autant des ingénieurs que des menuisiers, des couturières, etc. Et donc je suis censé partager cette petite expérience avec vous, mais je vais faire moins ça que vous essayer de vous transmettre la vision un peu plus générale qui a mis en branle tout ce que nous développons comme programme au Togo. Alors j'ai redécouvert, non sans quelques amusements lors des échanges, des très intéressants échanges de ce forum, que le secteur informel s'opposait au secteur moderne. Alors c'est une définition qui n'a pas de beau jour devant lui. L'informel est en train de faire la modernité de la Silicon Valley en ce moment même. Et l'informel pourrait très bien, en tout cas cette informalité généralisée, pourrait très bien faire la modernité de l'Afrique. C'est en tout cas l'intuition que nous avons eue en 2012, quand nous avons découvert un certain nombre d'éléments dans le milieu des nouvelles technologies, ce qui sont des éléments un peu épars, en apparence sans lien entre eux, mais en fait qui sont corrélés et qui tous, mis ensemble, font système. Et qui peuvent même créer une sorte de conjonction qui pourrait nous faire basculer dans une nouvelle ère. Alors, cette chose-là, nous l'appelons le mouvement du collaboratif. C'est tous ces concepts qui naissent aujourd'hui, dont les fondamentaux sont qu'ils prônent le partage, qu'ils sont tous construits contre l'autorité, contre les systèmes centralisés, mais plus tournés vers des systèmes un peu plus distribués. Et cet ensemble de choses professe aussi une sorte de défiance envers tous les monopoles. Le crowdfunding, par exemple, met un peu à mal la banque. L'université elle-même est quelque peu bousculée par les cours massifs en ligne. La consommation dite contributive critique le marché, etc., etc. Le principal monopole qui est visé, c'est quand même celui de l'industrie et de sa fille, le marché. Vous savez que les philosophies de la production, depuis à peu près Marx, ont tous posé le problème de l'industrie et posé l'industrie comme le problème. Mais aucune théorie n'est allée jusqu'à imaginer la fin de l'industrie et la fin de l'ère industrielle. Le socialisme scientifique a proposé de mettre plus d'État, le syndicalisme de mettre des syndicats, et même l'anarchisme individualiste, si vous le regardez bien, tu vois, si vous lisez Edward Bert, s'accommode très bien de l'industrie. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans un moment historique très intéressant qui, lui, envisage réellement la fin de l'industrie. Grâce à ce boom des nouvelles technologies et à cette révolution numérique qui fait, par exemple, qu'on a de petites usines qui tiennent pratiquement
sur des tables, qui sont toute cette série de machines-outils à commande numérique, qui sont hébergés dans des lieux dits de fabrication collaborative, etc., etc. Donc cette sorte de défiance envers l'industrie qui est née un peu au début des années 70 dans certains petits milieux étudiants tech aux États-Unis, et que Steven Levy, par exemple, appelle l'éthique hacker, a aujourd'hui réellement les moyens, avec la révolution numérique, de se réaliser. Alors, le premier domaine qui est, là où ça s'exprime le plus, c'est effectivement dans l'économie, avec donc le passage à un âge un peu plus avancé de la culture start-up, qui est l'économie dite du partage. Donc c'est un peu cette observation que nous avons faite. Nous sommes allés un peu plus loin dans l'analyse et nous y avons vu aussi un bouleversement sur le plan urbain. Disons qu'on vient de sortir de 2 cycles urbains. Il y a eu la ville durable, dont la principale figure était l'architecte, et dont la catégorie était l'érudition, la technicité, etc. Et donc c'est l'architecte qui était cette personne qui savait tout et qui pouvait, grâce à des vides et des pleins, à des choix de matériaux bien adaptés, etc., nous produire une ville qui fonctionne, qui est plus sociale, plus écologique, plus équitable, etc. Après, on est passé à une nouvelle théorie de l'urbain, qui est celle de la smart cité. Et là, la principale figure, c'est l'ingénieur, et la catégorie, c'est la technologie. C'est des petits capteurs qui vont truffer la ville et qui vont faire que la ville va être plus économique, plus écologique, plus sociale, etc. Et donc, avec tout ce mouvement dit collaboratif dont je viens de vous parler, en fait, il se profile une nouvelle théorie de l'urbain, alors on l'appellera la ville de la 3e révolution industrielle, la ville de l'économie du partage, etc., etc., tout ce que vous voulez, mais dont la figure principale cette fois-ci sera l'entrepreneur. Et dont la catégorie donc sera l'économie. C'est-à-dire que c'est les entrepreneurs qui produiront la ville de demain. C'est déjà Airbnb qui décide de la façon dont les gens logent. C'est Uber qui va décider de la façon dont vous allez bouger en ville. C'est Facebook, Google, etc. qui vont dire la façon dont vous allez communiquer. C'est par exemple Urbanatic, une start-up que nous développons au Togo, qui demain va prescrire les habitudes alimentaires en Afrique. Et une autre start-up, Scope, qui va peut-être s'occuper de la question du tri des déchets plastiques, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a vraiment, on est vraiment à une période un peu transitoire et on va changer pratiquement de civilisation. Alors là où ça devient intéressant, c'est que nous avons identifié que ce changement de civilisation-là, dans ce changement de civilisation-là, l'Afrique avait une carte à jouer. Alors il y a des évidences, les opportunités par exemple, c'est le fait que tout ce que je viens de décrire demande peu de besoin de légitimation, donc s'accommode très bien de l'informalité généralisée que nous connaissons. C'est aussi un mouvement qui valorise le frugal, en lequel nous avons en quelque sorte une petite expérience, nous autres Africains. Un mouvement qui prône la fin de l'industrie pour des systèmes de fabrication un peu plus de proximité devrait intéresser les Africains aussi, parce que nous n'avons pas les moyens d'investir dans la grosse industrie. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est sur cette prophétie un peu urbaine, où donc demain des entrepreneurs produiront la ville. En Afrique, où il y a pratiquement 4-5 business dans chaque foyer moyen, ça devrait être très intéressant pour nous. Le problème, c'est de voir donc comment on accompagne la masse et la marche pour rentrer de plein pied dans ce mouvement. Donc il y a les dispositifs officiels que vous connaissez très bien, l'université, etc., qui forment des gens avec de grands diplômes, mais qui en Afrique sont de plus en plus déconnectés des réalités, parce que l'approche de la réussite en Afrique, c'est on a réussi quand on a réussi à se couper en fait de son contexte. C'est quand on commence à rouler en voiture, quand tout le monde marche à pied. C'est quand on ne mange plus comme tout le monde qu'on considère qu'on a réussi. Donc l'université forme des gens qui ne sont pas tournés réellement vers l'Afrique. Et c'est aussi des gens un peu, on va dire, morts, parce qu'ils sont sous des paradigmes très occidentaux. D'ailleurs, dès qu'ils ont leur diplôme, ils se débrouillent pour avoir un visa et pour partir en Occident, parce que c'est réellement un mode occidental auquel ils ont été éduqués.
À côté de ces gens-là, il y a toute la masse de tous ceux qui n'ont pas été très loin à l'école parce qu'ils n'avaient pas les moyens, ou parce ils sont devenus jeunes filles mères, ou parce qu'elles sont jeunes filles tout court, parce qu'ils ont un handicap, parce qu'ils ont un esprit un peu plus pratique que studieux, etc. Et ce dont on se rend compte, c'est que ceux-là sont les plus innovants en Afrique. C'est la marge, justement parce qu'elle n'a pas les moyens, qui est la plus innovante. Donc il faut créer des dispositifs pour ces gens-là. C'est ce que nous essayons de faire, nous, à notre modeste niveau, en créant donc un package de solutions lieux, dont l'objectif est donc de sublimer un peu ce système informel, de professionnaliser le système de la débrouille et de tirer vers le haut le potentiel créatif des masses. Je ne sais pas si j'ai encore 5 minutes pour... Alors, comment nous le faisons ? Donc WellLab, par exemple, est né d'un projet urbain. Donc l'ambition, c'est de transformer la ville avec des lieux d'innovation qui penseraient la ville de demain et qui produiraient des startups qui elles-mêmes se mettraient à fabriquer cette ville-là. Donc WellLab est le premier modèle de ce réseau de laboratoires que nous avons imaginé. C'est aujourd'hui une communauté d'à peu près 30 jeunes, la moyenne d'âge est 19 ans. Nous avons réussi à concrétiser une douzaine de projets de start-up, dont certains ont eu des prix assez intéressants à l'international. Le projet le plus connu, c'est le projet Webots Wafat, qui est la première imprimante 3D développée en Afrique, et une imprimante 3D dont la spécificité est qu'elle est entièrement élaborée en déchets informatiques recyclés. Donc ma solution sera un peu celle de M. Haïdara Daouda, qui proposait de créer des incubateurs. Il faut effectivement des lieux, des dispositifs qui font rentrer l'entreprise dans l'université, ou des dispositifs qui font rentrer l'université dans l'entreprise, et les incubateurs sont le meilleur dispositif à cette interface-là. Mais il faut les faire en ayant une stratégie, je pense, un peu de cluster, c'est-à-dire en territorialisant. L'autre chose à faire, qui est donc notre cheval de bataille à nous, c'est rendre ces lieux réellement ouverts à tout le monde, pour que à la fois les universitaires et les entrepreneurs puissent être nourris de tout ce potentiel créatif qu'il y a dans la marge en Afrique. Merci. Merci de cette réflexion à la fois théorique sur les grandes étapes de cette modernité africaine qui passe à l'économie collaborative et à des modèles extrêmement sophistiqués mais extrêmement ouverts. Merci de vous articuler complètement sur la dynamique de l'évolution par la marge et aussi de ce qui caractérise un système qui sait tirer des forces de ses faiblesses. Il y a un proverbe espagnol qui dit ça, sacar fuerzas de flaqueza. C'est les difficultés même du système qui provoquent l'inventivité des jeunes créateurs que vous fédérez. Merci aussi de nous montrer en acte la réalité vivante de cette mutation et des effets qu'elle a sur un nouvel appareil industriel innovant.